Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l'IFRI. Il revient tout juste de 2 séjours de recherche en Chine et à Taïwan. Il a également publié récemment un article intitulé « Trump 2 et l'Asie, le vent se lève » dans le numéro d'automne de Politique étrangère, ainsi qu'une contribution sur la Chine dans le Ramsès 2026. Marc Julienne, bonjour et merci d'avoir accepté de revenir à ce micro. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Nous n'avons pas encore évoqué dans ce podcast le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenu à Tianjin il y a un peu plus d'un mois. Ce sommet a été présenté dans les médias comme, je cite, « l'acte de naissance du Sud global ». Partagez-vous cette analyse ? Pas complètement, puisque... Alors déjà, moi, j'aurais une grande difficulté à définir ce que c'est que le Sud global, et d'ailleurs, les pays qui s'en revendiquent, comme la Russie ou la Chine, ne le définissent pas complètement. Donc c'est finalement un rassemblement d'États qui est très hétérogène, très hétéroclite, avec des grandes disparités sur les systèmes politiques, les démographies, les modes économiques, les religions, etc. Et donc, il n'y a pas une très grande cohérence et une très grande homogénéité dans ce rassemblement d'États. Aussi, il y a finalement peu d'institutionnalisation de ces organisations qui sont présentes. Donc là, on a eu le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, on parle aussi beaucoup de l'organisation des BRICS, qui rassemble de plus en plus d'États, et je vais y revenir, c'est un point important, mais qui sont peu institutionnalisés. L'Organisation de coopération de Shanghai a été fondée en 2001. Elle s'est progressivement, je dirais même très progressivement, très lentement élargie. Aujourd'hui, elle possède 10 membres. Mais en réalité, l'institutionnalisation interne, qui est assez essentiellement focalisée sur la sécurité, et notamment la lutte contre le terrorisme, n'a pas beaucoup évolué en fait ces 25 dernières années. En revanche, je prends très au sérieux le fait qu'il y a véritablement une dynamique de ces pays, donc dits du Sud, dans leur volonté de cohésion ou leur volonté en fait de contestation d'un ordre international établi et souvent accusé ou qualifié de pro-occidental. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interroger beaucoup collectivement et surtout venant de l'Union européenne, du monde occidental, de comment en fait répondre en fait à ces contestations, à ces protestations. Pour revenir à l'Organisation de coopération de Shanghai et ce sommet qui a eu lieu à Tianjin à la fin de l'été, il y a quand même quelque chose que je note, peut-être pas l'acte de naissance de ce Sud global, en revanche, l'affirmation de la grande centralité de la Chine, qui était quelque chose qui était encore indéfini depuis quelques années. Quand on parlait du Sud global, on parlait souvent de concurrence entre la Chine, mais aussi l'Inde, qui ont des intérêts souvent divergents, ou encore la Russie. Là, ce sommet a montré que, en plus des 10 membres présents, il y avait une vingtaine d'autres pays représentés, et y compris le Premier ministre Modi qui s'est rendu là, ont montré en fait la grande centralité, presque la reconnaissance de la puissance chinoise et du leadership chinois au sein de ce Sud global. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à noter, qu'il faut prendre très au sérieux. C'est difficile de s'exprimer dès aujourd'hui sur la soutenabilité, sur la pérennité de ce leadership chinois, mais en tout cas, c'est un élément marquant. Ce qui a marqué aussi, quelques jours après, le 3 septembre, ça a été la grande parade militaire où Xi Jinping s'est affiché aux côtés notamment de Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Vous êtes l'auteur de plusieurs publications sur l'armée chinoise. Quelle analyse faites-vous de ce défilé, de cette parade ? Effectivement, c'était une séquence diplomatique extrêmement importante que l'on a vue entre fin août et début septembre et qui a, comme je le disais, mis la Chine au centre. La parade militaire, au-delà de l'aspect diplomatique, de voir Xi Jinping entouré de Vladimir Poutine d'un côté, Kim Jong-un de l'autre, ce qui d'ailleurs pour moi est sans doute encore plus significatif que ce qu'on a vu à Tianjin, dans le sens où là, c'était vraiment une coalition des autoritaires, des leaders autoritaires qui se sont rendus à Pékin pour célébrer justement l'armée chinoise. Et diplomatiquement, c'est un élément important. Plutôt en termes d'équipement, d'analyse des capacités militaires de la Chine, de ce qu'on a pu voir défiler dans les rues de Pékin le 3 septembre, je dois dire que c'est extrêmement impressionnant ce que la Chine a présenté.
impressionnant puisque c'est pas une énorme surprise. Je veux dire, on avait déjà vu notamment un défilé qui avait été très important, c'était celui de 2019 où la Chine avait montré des systèmes extrêmement déjà avancés, mais dans des domaines qu'elle maîtrisait déjà très bien et avec toujours des lacunes capacitaires encore importantes dans d'autres segments de sa défense. Là, en 2025, on a vu à la fois une montée en compétences dans des domaines qu'elle maîtrisait déjà. Je pense notamment aux missiles balistiques. La Chine a une boîte à outils de missiles balistiques qui est extrêmement impressionnante, avec toujours des nouvelles, des capacités toujours plus innovantes. Je pense aux missiles notamment hypersoniques et manœuvrants, mais aussi dans des domaines qu'elle maîtrisait moins, voire même parfois dans des domaines complètement d'avant-garde, c'est-à-dire dans lesquels même les États-Unis ou la Russie ou l'Europe ne sont pas particulièrement avancés. La Chine présente des systèmes, bon, il faudra les voir en pratique, mais présente des systèmes qui sont extrêmement ambitieux et intéressants. Je pense notamment aux drones sous-marins et qui permettent de combler des lacunes capacitaires, puisque la Chine, on le sait, a des lacunes dans le domaine de la guerre sous-marine, à la fois dans la détection, mais aussi dans la furtivité. Ces sous-marins ne sont pas au niveau de performance des grandes armées internationales, mais avec des drones sous-marins, elles pourraient combler cette lacune-là très vite, puisque bien évidemment un drone nécessite moins de marins à former que dans un sous-marin traditionnel. Donc ça, c'est des choses très intéressantes, notamment aussi les armes à énergie dirigée que la Chine a présentées, qui montrent en fait que la Chine travaille et voire même talonne les grandes puissances militaires dans des domaines extrêmement innovants. Aussi, on peut avoir une réflexion sur ce qu'elle a présenté dans les doctrines d'emploi, finalement, à quoi ça sert et à quoi serviront les équipements qu'elle a présentés. Et là, on voit aussi une grande cohérence, puisque tous les systèmes semblent adaptés à une guerre régionale de haute intensité. Guerre régionale, finalement, c'est évidemment, on a tous Taïwan en tête, avec des capacités qui sont beaucoup plus facilement projetables. Je pense à des chars, par exemple, qui sont beaucoup plus petits et beaucoup moins lourds que ce que la Chine présentait il y a encore quelques années. J'ai parlé des drones sous-marins qui permettront d'augmenter les capacités d'interdiction de la Chine de l'autre côté de la première chaîne d'île, c'est-à-dire dans le Pacifique Ouest, des missiles hypersoniques de courte ou moyenne portée qui permettent là aussi d'interdire l'arrivée de forces étrangères en soutien de Taïwan. Donc il y a tout ça, il y a une grande cohérence à la fois sur ce que la Chine maîtrise déjà, mais aussi dans ce qui lui permettra de combler ses lacunes capacitaires. Vous nous avez dit il y a quelques instants que Modi a assisté à ce sommet de l'OCS et on a tous en tête les images de la proximité entre Modi et Xi Jinping à cette occasion. Ce qui me fait penser quand même à la guerre qu'il y a eu quelques mois auparavant entre l'Inde et le Pakistan, où pour le coup des armements chinois appartenant à l'armée pakistanaise ont abattu des aéronefs indiens. Peut-être que vous voulez commenter cette phase où on est, dans le fond, quelques mois après cette guerre. On sait que les relations sont extrêmement tendues entre la Chine et l'Inde, et pourtant Modi vient, et pourtant la Chine affiche ses armes. Voilà, est-ce que vous voulez réagir sur ce point précis ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de paradoxes dans la relation indo-chinoise en ce moment. Il y a eu, donc on peut revenir, je pense qu'il faut revenir à 2020, les incidents de Galwan où il y a eu un affrontement meurtrier, un premier affrontement meurtrier depuis plusieurs décennies entre la Chine et l'Inde au niveau du contentieux frontalier, qui a fait donc une vingtaine de morts de part et d'autre. Ça a donné lieu en fait à plusieurs années de silence radio en fait entre les deux pays, de très grandes tensions, même si des négociations étaient en cours justement pour gérer le problème frontalier. Depuis 2024, on a vu un apaisement, voire un réchauffement de la relation avec la rencontre entre Modi et Xi Jinping en marge d'un sommet en Russie. Et donc ça a ouvert une nouvelle période qui a été de nouveau menacée, non pas parce qu'il y a eu un affrontement ou des tensions directes entre l'Inde et la Chine, mais en raison de ce conflit armé qui a eu lieu au mois de mai entre le Pakistan et l'Inde, et où donc des systèmes d'armes chinois, notamment un avion de combat, le J-10, et un missile de croisière PL-15,
ont donc affronté des avions indiens, notamment de conception française comme le Rafale, et en ont abattu certains. Pour autant, on n'a pas vu de montée des tensions officielles entre la Chine et l'Inde depuis le mois de mai. Parallèlement en fait à cette relation entre apaisement et tension entre Modi et Xi Jinping, on a aussi vu l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir de Donald Trump, et ce qui devait être normalement une relation plutôt constructive entre Modi et Donald Trump, puisqu'ils sont réputés avoir une très bonne relation interpersonnelle. L'inverse s'est produit. C'est-à-dire que entre Modi et Donald Trump, la relation s'est plutôt envenimée ces derniers mois, particulièrement courant de l'été, avec notamment la guerre tarifaire et des tarifs aussi également punitifs de la part des États-Unis à l'encontre de l'Inde en raison d'achat de pétrole par l'Inde, d'achat de pétrole russe par l'Inde. Et donc, on se retrouve dans cette situation, et ce qui peut aussi expliquer à la fois la venue de Narendra Modi à Tianjin lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais aussi la grande proximité qu'il a affichée à la fois avec Xi Jinping et Vladimir Poutine. C'est sans doute un message envoyé à Donald Trump, car il n'a pas sans doute apprécié ces tarifs punitifs visant à interférer dans sa propre diplomatie. Et un autre irritant dans la relation entre Washington et Delhi a été précisément l'intervention de Trump dans ce conflit armé Inde-Pakistan. Trump se présente comme faiseur de paix, mais en l'occurrence, ça a alimenté les tensions. Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi? Alors exactement, ça a été extrêmement vexant pour la partie indienne, puisque l'Inde considère que son contentieux avec le Pakistan ne pourra être traité que de manière bilatérale. Et là, Donald Trump, sur les réseaux sociaux, a publié un post comme quoi c'est lui qui avait mis fin, qui avait forcé les deux parties à faire un cessez-le-feu. Et donc l'Inde a immédiatement démenti, et ça a été extrêmement mal pris de la part des Indiens, d'autant plus que quelques semaines plus tard, Donald Trump a reçu le maréchal Mounir à la Maison-Blanche, qui est donc le chef de l'armée pakistanaise et qui au Pakistan est un personnage extrêmement puissant, si ce n'est le personnage le plus puissant de l'État pakistanais. Et donc ça a été considéré comme un camouflet, comme une claque par l'Inde, qui considère en fait que les États-Unis ont choisi leur camp. En réalité, que les États-Unis sont en train de soutenir le Pakistan aux dépens de l'Inde, alors même que l'Inde se considérait comme un partenaire proche des États-Unis, un partenaire stratégique, mais en plus se considère comme la victime des attaques pakistanaises. Cet été a eu lieu un autre 25e sommet, donc il y a eu le 25e sommet de l'OCS dont on vient de parler, l'Organisation de coopération de Shanghai, et l'autre sommet, c'est le sommet Union européenne-Chine. L'UE accuse un déficit commercial d'environ 300 milliards d'euros par rapport à la Chine. Des pistes ont-elles été évoquées pour réduire ce déficit? Et j'ajoute un point dans votre contribution à Ramsès. Vous parlez, je cite, du mythe d'une offensive de charme de la Chine à l'égard de l'UE. Peut-être que vous pouvez aussi nous expliquer ça. Oui, alors sur la première question et le déficit commercial, non, il n'y a aucune piste actuellement sur la table. Je dirais que la meilleure manière de qualifier, de caractériser la relation entre l'Union européenne et la Chine actuellement, c'est un dialogue de sourds. Donc les Européens continuent de demander, mais c'est pas nouveau, ça fait depuis au moins 15 ans, demande à la Chine de s'efforcer de rééquilibrer le déficit commercial, mais ce que l'on voit depuis ces derniers mois, ces 2 dernières années, c'est au contraire une augmentation des exportations de la Chine vers l'Europe et une diminution des importations de produits européens vers la Chine. Donc en fait, on a une aggravation de ce déficit commercial. Donc non, il n'y a pas de piste de résolution. Et pour ce qui concerne l'offensive de charme chinoise, oui, effectivement, c'est ce que tout le monde avait anticipé à la fin de l'année 2024, puisque d'une part, on savait que l'année 2025 on allait célébrer le 50e anniversaire de la relation bilatérale entre l'Union européenne et la Chine, mais à plus forte raison, le président Trump qui s'apprêtait à revenir à la Maison-Blanche allait créer, on l'anticipait tous raisonnablement, des tensions dans les relations transatlantiques et probablement aussi avec la Chine, et notamment un bouleversement des rapports commerciaux. Et donc, comme lors de son premier mandat, on anticipait que la Chine allait essayer de se rapprocher de l'Union européenne, et que l'Union européenne d'ailleurs aurait intérêt à négocier et à faire des compromis avec la Chine pour justement avancer sur certains différends commerciaux.
Et en fait, malgré ce qu'on avait anticipé de manière assez raisonnable, tout ça, ce n'est pas du tout produit. Il n'y a pas du tout eu d'offensive de char, mais au contraire, en réalité, 2025 va probablement rester comme une année. Elle n'est pas terminée, mais en tout cas, au moment où on se parle, est déjà une année en fait où les tensions entre l'Union européenne et la Chine ont atteint de nouveaux sommets. Donc non seulement il n'y a pas eu d'arrangement, de compromis, d'avancée dans les négociations, mais au contraire, il y a désormais une relation qui est de plus en plus tendue, une posture chinoise de plus en plus coercitive, et on a l'impression que finalement, seul le rapport de force est désormais privilégié dans la relation bilatérale, particulièrement du côté de la Chine. Pourquoi est-ce que je dis du côté de la Chine ? Parce que l'Union européenne a tenté d'offrir une main tendue à plusieurs reprises, notamment au mois de janvier, au forum de Davos. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a publiquement dit qu'il y avait des terrains de coopération, des marges de manœuvre pour développer la coopération dans le domaine du commerce et des investissements, qui sont les deux enjeux de tension dans la relation. La célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques aurait dû avoir lieu à Bruxelles au mois d'avril, mais Xi Jinping a refusé. L'Union européenne, la Commission a proposé à ce moment-là de décaler ce sommet-là et de le tenir à Pékin plutôt qu'à Bruxelles pour arranger le président chinois. Donc ce sommet a finalement eu lieu, vous l'avez rappelé, à la fin du mois de juillet. Et donc là, il n'y a eu absolument aucune avancée, pas de communiqué conjoint. Ça fait déjà plusieurs sommets qu'il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, que ce soit dans les investissements dans le commerce, aujourd'hui, il y a une arsenalisation du commerce de la part de la Chine. Les exemples sont très nombreux, je pourrais peut-être pas tous les citer, mais pour ce qui concerne la France, ça a été une grande pression sur l'industrie du cognac et des spiritueux. Il y a actuellement des tarifs appliqués sur les viandes porcines et sur les produits laitiers qui touchent très fortement certains pays, notamment l'Espagne. Et puis, il y a surtout la grande question, vraiment la question centrale des véhicules électriques, puisque la Chine exporte très massivement des véhicules électriques vers l'Europe, puisque le marché américain se ferme aux produits chinois, et qu'il y a là un risque très important en Europe, à la fois pour son industrie, pour ses parts de marché bien évidemment, mais au-delà de ça, l'automobile en Europe représente des millions d'emplois, et donc il y a une question d'emploi, donc de stabilité sociale, voire même de stabilité politique en Europe dans les années qui viennent, si l'industrie européenne de l'automobile était mise en péril. Un autre sujet irritant entre la Chine et l'Union européenne est la guerre en Ukraine. Et avant même la rencontre, le 25e sommet, a eu lieu un échange entre Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, et Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Et au cours de cet échange, de cette discussion, Wang Yi aurait dit que la Chine ne peut pas se permettre une défaite de la Russie. Quelle analyse faites-vous de cette phrase et plus largement de l'évolution de la relation sino-russe ? Alors, la phrase du ministre Wang Yi n'est pas surprenante sur le fond, puisque c'est ce que l'on pensait déjà depuis plusieurs années, depuis le début de la guerre, que effectivement la Chine ne voulait pas que la Russie perde ou a fortiori que la Russie ne s'effondre, ce qui ne veut pas d'ailleurs dire que la Chine veut que la Russie gagne. Faut mettre cette nuance. Donc c'est pas très surprenant sur le fond, par contre c'est quand même une rupture sur la forme, puisque même si on se doutait de cette position, que le plus haut diplomate chinois dise aussi clairement et ferme et directement à la haute représentante des affaires étrangères de l'Union européenne que la Chine il y avait certaines limites que la Chine ne dépasserait pas, c'est une rupture dans le discours. Il faut bien comprendre que l'Ukraine constitue justement l'une des deux pierres d'achoppement les plus importantes entre l'Union européenne et la Chine. On vient d'évoquer en détail la question du commerce, les relations commerciales et économiques, et la question de l'Ukraine qui pourtant aurait pu être périphérique, en tout cas aux yeux des Chinois, puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas d'intérêt, qu'ils n'ont pas de lien avec ce conflit, est devenu en fait vraiment un irritant très très fort dans la relation. Pourquoi ? Sans doute parce que la Chine, depuis le début du conflit, s'est présentée comme neutre,
ce qui a été pris au pied de la lettre par de nombreux leaders européens qui ont tenté justement d'aller échanger, discuter avec Xi Jinping, de savoir le rôle qu'il pourrait jouer, un rôle constructif, peut-être de pression ou en tout cas de dialogue avec Vladimir Poutine. Et force est de constater que ça n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, la Chine prend de plus en plus position justement du côté de la Russie, ou alors peut-être moins du côté de la Russie, mais contre les Européens. C'est-à-dire que dans les relations et les discussions que j'ai avec mes collègues chinois, et donc notamment que j'ai pu avoir récemment en Chine, les Chinois continuent de dire qu'ils sont neutres, mais continuent aussi de dire que les responsables de ce conflit, ce sont les Européens, les Américains, ce sont l'OTAN. Et là, je pense qu'il y a un problème de neutralité. La Chine considère qu'elle est neutre parce qu'elle ne fournit pas d'armes à la Russie ou à aucune des parties. Mais la neutralité ne s'arrête pas là. Neutralité signifie ne pas prendre parti. Et quand on porte le blâme et qu'on accuse certaines parties d'être responsables du conflit, on n'est déjà plus dans la neutralité. Et c'est ça, peut-être, le problème qui n'a pas été compris par les Européens dès le départ, c'est que les Chinois ont toujours repris une grande partie du discours officiel russe, ont accusé les Européens d'être responsables dans cette crise, les ont accusés de perpétrer la guerre, puisque en fournissant des armes, ils considèrent que nous alimentons le conflit, quand nous pensons que nous soutenons un État victime d'une invasion. Donc, c'est une pierre d'achoppement qui s'accentue, et les Chinois semblent depuis quelques mois être de plus en plus, je parle du gouvernement et des officiels, et comme Wang Yi l'a montré, semble être de plus en plus agacés et irrités justement par la position des Européens qui cherchent à engager la partie chinoise. Pour répondre sur la relation sino-russe, je pense pour le coup qu'elle est très stable, il n'y a pas beaucoup d'évolution depuis le début du conflit. C'est une relation qui, selon d'ailleurs les mots et les accords signés par les deux parties, se caractérise par un partenariat stratégique global. Et je pense que c'est la meilleure manière de le définir. Certains parlent d'alliance ou d'alliance en construction. Moi, je ne le crois pas. Je pense que la Chine et la Russie ont des intérêts convergents importants. Ils ont surtout un intérêt convergent fondamental, qui est l'opposition aux États-Unis, à l'OTAN et de manière plus générale aux démocraties libérales. Et là-dessus, ils s'accordent totalement. Ils ne s'accordent pas nécessairement sur la méthode pour faire face et affronter justement les États-Unis, l'OTAN. Et puis, cela n'enlève pas une grande méfiance mutuelle entre les deux pays. Et donc aussi une coordination limitée. On voit par exemple des exercices militaires qui se multiplient entre les deux pays, mais on ne voit pas encore d'intégration très forte entre les forces armées, entre les états-majors, les systèmes de commandement, etc. Et on voit même une certaine frilosité de part et d'autre de transférer certains systèmes d'armes ou certaines technologies à l'autre. Donc voilà, un intérêt convergent dans l'opposition aux États-Unis, mais en réalité une méfiance mutuelle qui persiste. Venons-en à votre visite à Taïwan. Vous avez parlé des liens entre l'administration Trump II et la Chine, de cette tension très forte. Il faut maintenant qu'on parle un petit peu de l'administration Trump II et de Taïwan. Quelle a été l'attitude de vos interlocuteurs taïwanais? Qu'est-ce qu'ils vous ont communiqué au sujet de cette administration Trump II? Est-ce qu'ils ont confiance encore dans le soutien américain en cas de conflit ouvert avec la Chine? Alors oui, la plupart de mes interlocuteurs, qu'ils viennent du gouvernement ou qu'ils soient des chercheurs indépendants, donc ce qu'on peut appeler la communauté stratégique, sont relativement confiants dans le soutien américain continu à Taïwan. Ce qui leur fait penser ça, c'est d'une part, et là je les rejoins, il n'y a pas vraiment de signaux en fait d'abandon depuis le retour de Donald Trump, mais aussi parce qu'ils savent ils considèrent de manière pragmatique, et je suis également d'accord sur ce point, que les États-Unis ont trop besoin de Taïwan. Pour de nombreuses raisons. Peut-être la première et la plus immédiate, on peut dire que ce sera sur le plan industriel et technologique qu'ils ont besoin des semi-conducteurs taïwanais, mais sur le plus long terme et de manière plus stratégique, ils ont aussi besoin de Taïwan dans le dispositif de sécurité américain en Asie de l'Est, sur cette première chaîne d'îles. Les États-Unis, bien sûr, ont plusieurs alliés, la Corée du Sud, le Japon, les Philippines. Et donc, Taïwan, qui n'est pas un allié, mais qui est un partenaire, complète ce dispositif en fait qui permet de contenir la Chine à l'intérieur de la mer de Chine.
Donc il y a une certaine confiance de la pérennité de ce soutien américain. Toutefois, au sein de la population, faudrait émettre un avis plus nuancé, puisque les frasques de Donald Trump et certaines déclarations ou certains comportements qu'il a eu par rapport à l'Ukraine, on se rappelle tous de l'entretien qu'il a eu avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, qui s'est soldé finalement par une humiliation du chef d'État Zelensky, et donc qui a là pour le coup créé presque un effet de panique, on pourrait dire, dans la société, puisque on dit, ça y est, en fait, Donald Trump est en train d'abandonner l'Ukraine, bon, ce qui n'a pas été le cas depuis, il va abandonner Taïwan ensuite. Donc l'opinion publique serait plus mitigée sur la question. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que quand bien même il n'y a pas de panique au sein du gouvernement ou de la communauté stratégique sur un éventuel abandon des États-Unis, il y a une grande difficulté au quotidien d'interagir avec Washington pour les autorités taïwanaises. Donc tout simplement, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil quand ils essayent de téléphoner à Washington? Par le passé, ils avaient des canaux de communication établis avec la Maison-Blanche, notamment avec le Conseil de sécurité nationale. Aujourd'hui, on le sait, ce Conseil de sécurité nationale ne cesse de connaître des vagues de licenciements et le lieu de pouvoir à Washington, qui était avant centralisé à la Maison-Blanche et en particulier au National Security Council, le NSC, est aujourd'hui beaucoup plus éclaté entre certains peut-être conseillers du soir, etc. Et donc c'est quelque chose qui est problématique, puisque à force d'avoir un turnover des conseillers à la Maison Blanche, eh bien c'est difficile en fait d'avoir accès et de communiquer avec l'administration de Donald Trump. D'ailleurs, c'est peut-être un problème qui n'est pas seulement vrai pour les Taïwanais, qu'on connaît aussi sans doute en Europe. Alors, il y a une certaine confiance, vous l'avez dit, dans cette forme de garantie de sécurité américaine, mais quand même, la société se prépare à la guerre. Cette hypothèse existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'état de préparation de la société, notamment en termes de résilience? Là, je parle vraiment pas de la préparation militaire, on n'aura pas le temps de l'évoquer, c'est vraiment sur la société en tant que telle. Oui, tout à fait. C'est un point extrêmement important actuellement à Taïwan. Depuis plusieurs années, il y a des initiatives de défense civile, donc plutôt bottom-up, si je peux utiliser cette expression anglaise, par des associations, des fondations privées qui proposaient en fait des formations aux citoyens, que ce soit dans les soins, la formation au premier secours, ou parfois même stage de survie ou stage de manipulation d'armes. Et désormais, le gouvernement s'y attelle de plus en plus et s'y attelle, d'après les discussions que j'ai pu avoir, extrêmement sérieusement, puisqu'ils ont identifié sans doute une lacune, en tout cas quelque chose qui n'était pas encore bien conçu et bien mis en œuvre, c'est la coordination intergouvernementale en cas de crise. Alors ça peut être une crise, une catastrophe naturelle, ou ça peut être une invasion, en tout cas une action de force de la part de la Chine. Et donc il y a actuellement un travail très important qui est conduit à ce niveau. On a vu récemment au mois de juillet l'exercice annuel militaire Han Kuang, qui cette fois-ci a eu une composante civile pour sensibiliser la population, mais aussi faire travailler les différents ministères. Comment est-ce que le ministère de l'Éducation doit réagir en coordination avec le ministère de la Santé ou le ministère de l'Intérieur en cas de crise. Et donc c'est ce que les autorités taïwanaises appellent aujourd'hui la résilience de toute la société, Wall of Society Resilience, qui est un concept aujourd'hui important dans la politique publique taïwanaise. Marc Julienne, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, à votre retour de Chine et de Taïwan. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire sa contribution au nouveau Ramsès, ainsi que son article dans le numéro d'automne de la revue Politique étrangère. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.